Je crois que je peux le dire, je déteste le All-Star Game. And lastly, what is your goal in the All-Star game? Like, what are you trying to do? I'm gonna shoot all left hand the whole game. I seen you doing that in performance right now. I'm gonna shoot a left hand the entire game. That's gonna mess up your field goal percentage, though. It's an all-star game, man. Show that versatility. Oh, he's trying to shoot that. Come on, man. Come on, man. Shoot it, bro. Yeah, he's gonna have to here. The two-time. What are you trying to do? I'm gonna shoot all left hand the whole game. I seen you shoot a left hand the entire game. What we call a soft start to an all-star game. Hopefully it'll get a little bit more competitive as the quarters go on. Durant fighting hard for the rebounds. Yeah, but you can tell the players that are a little bit more into it than others. Multiple chances, Doncic. Just a cool 30-piece for Dame Dollar. Uh-oh, what? They have, let me see if he actually closed his eyes. No, he did not. He did not. And then did this late. No. It looks like he's sneezing right now. Then he did that late. He's sneezing on it. He sneezed on it. He didn't do it. He sneezed on the sleeve. Yeah, he sneezed. He did not do the deep round. So he needs a 46-2. Comme pour beaucoup de personnes, le All-Star Weekend du lundi 19 février 2024 a été très dur à regarder. Une véritable déception. On a eu affaire à la soirée des records la plus ridicule de l'histoire de ce sport, et les statistiques parlent d'elles-mêmes. Il y a eu un record de points battus par une équipe. Il y a eu un record de points battus en un seul match. Il y a eu les mi-temps les plus prolifiques de l'histoire du All-Star Game. De même pour les tirs à 3 points, dont le record a été battu à plus de 67 tirs à 3 points marqués. Il y a eu aussi énormément de records individuels, et ça fait en tout 3 All-Stars de suite qu'un ou plusieurs joueurs marquent 50 points ou plus. Et écoutez bien ce record, il n'y a eu que 3 fautes sifflées lors de ce All-Star Game. Avec un bilan comme celui-là, on peut facilement s'imaginer le déroulement du match. Comme on peut le voir, il n'y a plus de défense, plus de compétitivité et plus aucune envie de produire quelque chose de divertissant pour le public. Et tout ça ternit petit à petit l'image du All-Star Game et de la NBA en général. En fait, on n'a plus du tout l'impression de voir un match. Ça ressemble à tout sauf à l'événement spectaculaire qu'il est censé être. Même si on a encore la chance d'avoir le concours à 3 points qui nous offre encore un semblant de divertissement, le reste n'en vaut vraiment pas la peine. Je tiens à vous rappeler que le All-Star Game est censé être le clou du spectacle, l'ultime rencontre entre les meilleurs joueurs de la ligue. Ce match est censé faire ressortir la domination et l'excellence des athlètes NBA dans ce sport. Et ce sentiment, on l'a complètement perdu. Pourtant, on a eu pas mal d'alertes de la part de nombreuses figures emblématiques sur la décadence évidente de l'événement. Some of these other boys, because nowadays some of these other boys got crazy hops too, but I'm saying like, I would like to see our superstars, if you one of those crazy athletes, forget about all that, your brand, or I don't want to lose. Man, go put on a show. Like Aaron Gordon and Levine them did, like how MJ and Don. If you a superstar and you got bounce, go do it. Yeah, no, I agree. And I think the All-Star game in general needs a little revamping because it used to be competitive. Yeah. It used to be competitive. And like, you know, fans want to see the best pickup game in the world. That's what this is. They don't want to see you running up and down and dunking and doing all this crazy. Like, they want to see what happens when you get this collection of best basketball players on the planet and they play and they go head up against each other. Man. I mean, to win games. But I like our game now. The one thing I would really like to see is they play hard tonight in this All-Star game. I think it's very important when you have the best players in the world together. You got to compete and you got to play hard and you got to show the fans how good they really are. So I hope you enjoy your weekend. I'm enjoying mine. Have a good All-Star game. Et la réaction des anciennes générations est totalement compréhensible, parce que ces joueurs qui ont levé la voix sur ce sujet sont en quelque sorte les anciens promoteurs de l'événement. En fait, c'est grâce à eux qu'on a cette image étincelante du All-Star Game. Et je peux vous citer des centaines d'actions ou de moments mémorables qui ont traversé les époques. On peut commencer au tout début du All-Star Game, quand Jerry West, qui est le logo de la NBA, a mis un buzzer beater dans les dernières secondes du match pour faire gagner son équipe. La magie est partie de là. Le All-Star Game nous permet de voir bien évidemment le niveau des joueurs, mais c'est surtout un moyen d'observer la transition d'une génération à une autre. Ce qu'on a pu observer par exemple avec Magic Johnson et Larry Bird face au jeune Jordan, ou encore la rencontre entre le jeune Kobe et Jordan, ce qui a permis à la ligue et aux spectateurs de voir que non seulement
Kobe n'était pas juste un jeune capricieux égocentrique, mais peut-être la relève du roi, et qu'on faisait face à une nouvelle version du jeu. He don't let the game come to him. He just go out there and take it. You're gonna take you, you're gonna make it. Make this shit happen. I'm gonna make this a one-on-one game. After the first 4 attempts, if I was a teammate, I wouldn't pass him the fucking ball. Hey, you want this ball again, brother? You better rebound. En 2010, le combat d'alpha entre LeBron et Kobe. Et pour je ne sais quelle raison, Kobe s'est mis à défendre tout terrain sur LeBron James, où on peut parler encore des prestations spectaculaires de Stephen Curry. Et c'est pour ça qu'on regarde le All-Star Game. À cette époque, le 4e quart-temps débordait d'ego et de compétitivité, et les spectateurs adoraient ça. Les joueurs cherchaient à innover, à nous faire rêver à travers le jeu, et il n'y avait pas besoin de tactique, c'était la créativité qui parlait. Et ils réussissaient à nous faire découvrir de nouvelles façons de voir le jeu. On a tous vu la fois où Jason Williams s'est mis à faire cette passe, et le lendemain, tout le monde a essayé de la faire. C'était du jamais vu. Et ce qui est marrant, c'est que je vous parle de ce moment que je n'ai pas vécu. Et pourtant, ça m'a marqué, comme beaucoup de personnes de ma génération. En fait, ces moments et ces moves sont devenus intemporels. Et ces joueurs ont embelli et assumé ce statut d'All-Star. Malgré le début du déclin du All-Star Game, certains joueurs ont cherché à maintenir ce niveau de compétitivité. Et je pense directement à Kobe Bryant, qui était un fervent défenseur de cette cause. Mais malheureusement, tous ses efforts ont été vains. Pendant ma phase de documentation, j'ai compris que ce désintérêt de ce type de match est observé dans d'autres sports. Et je pense notamment à la NFL, qui suite à la baisse considérable d'intérêt de la part des joueurs et des spectateurs, la Ligue a fait en sorte de transitionner dans une nouvelle forme plus divertissante, en supprimant le All-Star Game, afin de mettre en avant des jeux plus amusants basés sur le skills des joueurs, et cet événement appelé Pro Bowl regagne petit à petit des couleurs, parce que tout simplement on peut voir des joueurs s'amuser et profiter de l'événement, ce qui permet logiquement aux gens de se divertir. Mais alors, quelles sont les causes de ce déclin en NBA ? En tant que spectateur, on aimerait tous comprendre. En cherchant des articles et en regardant de nombreuses interviews de joueurs sur le sujet, l'un des facteurs primaires, c'est la peur de se blesser dans un match qui ne vaut rien dans le déroulement du championnat. Le risque est beaucoup trop important pour se donner dans ce genre d'événement. Et donc selon eux, le ratio risque-effort n'est pas du tout équilibré. Mais certains, y compris moi, ne comprennent pas cet argument. Comme le fameux Stephen A. Smith, qui est un journaliste sportif très connu aux États-Unis. Et je vous préviens, cet homme est connu pour ne pas mâcher ses mots. First of all, no defense whatsoever. No pride, no competitive fervor, nothing. This is basketball, and what we've learned a new sport exists. It's flag basketball. It's flag basketball. Nobody touch anybody. Nobody defends. Nobody do anything. Shoot as many threes as you want. Make as many layups as you want. Have many dunks as you want. I get it. I understand that you don't want to put yourself in a position, ladies and gentlemen, where you are risking injury. I get that to some degree. I truly, truly do. But here's my thing. Why do I see you playing harder in Summer League when you're working out at UCLA or Loyola Marymount or some other place in New York City? Why do I see you working out harder during those games in the summertime than you are for All-Star Weekend? I remember a few years back when the fourth quarter was competitive. Si on écarte cet argument logique, quels sont les autres facteurs qui définissent ce déclin ? Selon moi, l'argent peut influencer la motivation des joueurs, car le système de récompense n'est plus du tout à la hauteur des attentes d'un All-Star. Pour mieux développer mes propos, prenons l'exemple du In-Tournament. Étonnamment, on a pu voir que les joueurs ont participé à ce tournoi de manière très sérieuse, parce que l'argument numéro 1, c'était l'argent. Chaque joueur de l'équipe vainqueur se voyait gagner 500 000 $. Et c'est pas rien, que ce soit pour les rookies ou les vétérans, c'est très intéressant. Maintenant, comparons ce montant à celui des vainqueurs du All-Star Game. Oui, c'est ridicule. Cette somme correspond à 0,4% du salaire moyen d'un All-Star. Voici la représentation du montant d'un vainqueur du All-Star Game. Et est-ce que la NBA est prête à récompenser tous les All-Stars vainqueurs de manière à ce que la récompense corresponde à leur salaire? Je vais vous le dire très clairement, ça m'étonnerait beaucoup. Ou du moins, ils vont devoir sortir beaucoup d'argent. Et une étude a été faite sur le lien entre le désintérêt progressif des joueurs lors du All-Star Game et l'augmentation exponentielle des salaires en NBA. Donc, si on se mettait à leur place, on se dirait « Mais pourquoi je participerais à un match qui ne me rapporte rien d'un point de vue financier, avec en plus un risque de blessure qui menace l'éventuel parcours de mon équipe en play-off ?» Et en vrai, cet argument se tient. La plupart des All-Stars jouent un rôle majeur pour leur équipe, et surtout, ils sont l'une des sources de revenus principales pour la ligue.
Et c'est pour ça que Adam Silver ferme les yeux sur cet événement. Une fois de plus, l'évolution du jeu se retrouve dans de nombreux débats actuels, y compris celui du All-Star Game. Comme vous le savez, le jeu a énormément évolué. On ne joue plus du tout de la même manière qu'il y a 30 ans. Et dans le jeu actuel, le shoot à 3 points prend une place prépondérante dans les tactiques des équipes NBA. Et ce tir en question est maintenant utilisé et valorisé par les joueurs et les spectateurs. Et tout ça, c'est grâce à Stephen Curry, qui est le pionnier des shoots longue distance. En fait, il a démocratisé cette pratique à un point où ce tir est devenu tout aussi impressionnant qu'un dunk à nos yeux. Et ça, faut se le dire, c'est fort. C'est très fort même. Et ce changement de paradigme s'est ressenti dans le nombre de tirs à 3 points tentés et marqués lors des All-Star Games à partir des années 2015-2016 jusqu'à maintenant. Voici la courbe des shoots à 3 points marqués lors des All-Star Games dans les années 2000 et maintenant, voici celle des années 90. À titre de comparaison, prenons en compte le nombre de 3 points marqués le plus élevé des deux époques. Pour notre part, en 2024, c'est un total de 67 tirs marqués. Dans les années 90, le nombre de tirs à 3 points marqués le plus élevé, c'est en 97, avec un total de 21 tirs marqués. Ce qui équivaut à une différence entre les deux années de 46 tirs marqués. Et tout ça en un seul match. C'est énorme. Et vu que le tir à 3 points... vaut 3 points, il y a eu logiquement une augmentation des scores lors des All-Star Games. Et voici par exemple le nombre de points inscrits dans les années 2000 et voici le graphique des années 90. La différence est révélatrice. La plupart des matchs ne dépassent pas les 140 points. En comparant le All-Star Game des anciennes générations et la nôtre, je me suis dit qu'on subissait peut-être tous une sorte d'illusion d'optique et qu'en soi, on était tous nostalgiques des All-Star Games précédents qui, dans la forme, nous paraissaient plus intenses et compétitifs, alors que dans le fond, les joueurs ont toujours été désintéressés par l'événement. Je sais que mon raisonnement est dur à comprendre, mais je vais m'expliquer. Ce que je veux dire, c'est que cette nonchalance qu'on retrouve dans les All-Stars actuels révèle peut-être la fin d'une illusion. Dans les années 90, le scoring était principalement basé sur le shoot mi-distance, le drive et le dunk. Donc la zone d'action principale, c'était la raquette. Le jeu était très rapproché, donc la défense nous paraissait plus compacte et plus intense. Et puis c'était trop flagrant de laisser passer un joueur dans la raquette sans le contester un minimum. Et ça demande moins d'énergie de défendre une zone plus restreinte, car collectivement, on peut compenser les espaces plus facilement. Maintenant, comme vous avez pu le voir dans les stats, le tir à 3 points est une arme qui domine dans notre sport. Actuellement, les zones de tir sont devenues presque illimitées. N'importe quel poste peut dégainer à n'importe quel moment derrière la ligne à 3 points. Donc, ça demande plus d'énergie aux défenseurs de contester un shoot limite incontestable au vu des distances prises. Et à cause de ça, on a l'impression que le jeu est au ralenti, à la limite d'être en pause. On récupère son ballon, on tire. On récupère son rebond, on tire. On récupère son rebond, on tire. On se rapproche petit à petit d'un sport. Mais bon. Je pense que pour redorer le All-Star Game et pour récupérer de l'engouement autour de l'événement, la NBA doit changer des choses. Du coup, lors de mes recherches, j'ai regroupé l'ensemble des solutions qui me paraissent faisables et intéressantes pour les joueurs et les spectateurs. Beaucoup de joueurs et de journalistes en ont parlé, c'est l'éventuelle apparition d'un tournoi d'1 contre 1. Et j'ai un très bon pressentiment sur ce type de concours. Pour la simple et bonne raison qu'on a déjà vu un événement similaire. Je pense que les vrais fans d'Overtime se souviennent de ces vidéos, qui pour ma part, elles m'ont retourné le cerveau. Je vous donne le contexte. Dans ces vidéos, on a la chance d'assister à un tournoi d'1 contre 1 en 3 dribbles, des plus grosses têtes de la NBA. Et là, je peux vous dire que la compétitivité et l'intensité étaient bien présentes. On ressent la tension, on voit les réactions, le trash talk dans une immersion totale. Et je me souviens avoir été captivé par ce spectacle qui mélange skills et fierté. Et c'est tout ce qu'on aime en tant que spectateur. Pour tous ceux qui n'ont pas eu encore la chance de visionner ces vidéos, je vous encourage grandement à le faire. C'est un véritable régal pour tous les amateurs de basketball et surtout, ça nous offre une perspective unique sur les capacités individuelles des joueurs NBA. Le journaliste sportif Bill Simmons a évoqué la possibilité d'un tournoi 3 contre 3, ce qui peut être tout aussi divertissant que le tournoi d'1 contre 1. Et Bill Simmons a proposé une organisation. Il suffirait de répartir les 24 joueurs en 8 équipes de 3 dans un tournoi à élimination directe de 3 rounds et 7 matchs. Et j'avoue que ça peut être très intéressant. Maintenant, j'aimerais parler de quelque chose que je ne comprends pas. Je ne comprends toujours pas pourquoi ils ont enlevé le goal scoring. Pour ceux qui ne savent pas, en 2020, suite au décès tragique de Kobe Bryant, la NBA a voulu lui faire hommage en organisant le All-Star Game d'une nouvelle manière. La ligue a décidé de faire des 3 quarts-temps des mini-matchs dont les scores sont remis à 0 à chaque fin de quart-temps. Puis, à la fin du 3e quart-temps, ils rétablissent l'ensemble des points cumulés par les deux équipes et l'équipe gagnante sera celle qui devra atteindre un score cible, qui sera déterminé par l'ajout de 24 points en plus de leur score. Et le 24 parce que Kobe portait ce numéro. Et je trouve que les éditions qui ont appliqué ces règles étaient très agréables à regarder. Donc moi personnellement, j'aimerais bien un retour. Mais il y a quelque chose
très intéressant que j'aimerais voir. Au vu du mépris de nombreux joueurs américains à l'égard de joueurs internationaux, et je pense au fameux Gilbert Arenas, autant représenter cette sorte d'animosité à travers un match. Donc entre les meilleurs joueurs américains et les meilleurs joueurs internationaux. Et là, je pense que ça va jouer très sérieusement. Si un jour ils réussissent à mettre en avant un match comme celui-là, là, on peut être sûr que ça va se donner. Mais bon, on essaye de trouver des solutions, mais qui sait, ça se trouve c'est la fin du All-Star, hein. On verra. Merci de m'avoir écouté et puis on se retrouve pour la prochaine.